Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Merci d'être là avec nous pendant cette heure de présentation. Je vous propose d'ores et déjà de vous détailler l'organisation de notre webconférence de ce matin qui se déroulera en deux temps. Un premier temps de 45 minutes environ qui sera donc consacré à la présentation et un deuxième temps d'environ 15 minutes qui sera là par contre destiné aux questions et aux réponses. Alors surtout, n'hésitez pas, posez à tout moment toutes vos questions, car nous avons avec nous aujourd'hui plusieurs modérateurs qui y répondront via la zone de chat. Donc cette zone de chat, c'est la zone de conversation représentée par la bulle de conversation avec un point d'interrogation en haut vers la droite de votre écran. Pour toute question personnelle, alors par contre, avec des données confidentielles, privilégiez votre compte en ligne. Vous pouvez également liker les questions les plus pertinentes qui vous intéressent le plus et nous pourrons les reprendre pour y répondre à la fin de la présentation. Alors le replay, pas d'inquiétude, il sera disponible en cliquant sur le même lien que celui que vous avez reçu pour l'invitation. À la fin de la présentation, nous vous proposons aussi de répondre à une courte enquête de satisfaction. Donc, à l'issue du questionnaire, vous pourrez télécharger le support de présentation. Alors, cette nouvelle offre d'accompagnement dédiée aux travailleurs indépendants du territoire de la Vendée est une première et vient d'être mise en place en partenariat interbranche, c'est-à-dire avec la CAF, la Caisse primaire d'assurance maladie, la CARSAT et l'URSSAF. Ce webinaire d'accompagnement va vous permettre d'obtenir un certain nombre d'informations sur vos droits aux prestations, mais également sur les services et les aides déployées en cette période de crise sanitaire. En effet, du fait de restrictions d'exercice dans différents domaines, vous avez peut-être vous avez peut-être certainement été fragilisé et il est important que vous connaissiez vos droits et les aides qui vous sont disponibles. Les trois objectifs de ce partenariat, donc trois objectifs de cette rencontre avec nos 4 organismes, sont de vous faire connaître la sécurité sociale suite à votre adossement au régime général de sécurité sociale, de vous favoriser l'accès à vos droits et enfin de vous accompagner au mieux dans ce contexte. Alors, une co-animation à 4 voix avec Françoise Fan de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, Emmanuel Consalves de la CAF de Vendée, Nelly Froin de la CARSAT des Pays de la Loire et moi-même Karine Desnaux pour l'URSSAF des Pays de la Loire. Au sommaire de notre webconférence, une première partie sur l'accompagnement de votre URSSAF en cette période de crise sanitaire. Ensuite, vos droits en matière de prestations santé de la Caisse primaire d'assurance maladie, puis vos droits aux prestations allocation familiale par la Caisse d'allocation familiale et pour terminer, la partie CARSAT avec vos droits prestations retraite. Pour notre chapitre URSSAF, commençons alors avec des précisions sur vos échéances courantes. Donc, il faut que vous sachiez, donc vous avez peut-être pu le constater, donc pour vos échéances courantes, en fonction de certains secteurs, nous avons continué à suspendre ces échéances. Si nous pouvons passer donc à la slide qui suit sur les échéances courantes, merci encore. Donc, sur ces échéances courantes, pour certains secteurs, donc les secteurs 1 bis, vos échéances courantes ont été suspendues et le sont toujours. Vous n'avez à ce niveau aucune démarche à réaliser ou à effectuer auprès de votre URSSAF. Pas de calcul non plus ni de majoration de retard ou de pénalité pour le non-prélèvement de ces échéances. Pour autant, si vous pouvez et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de procéder tout de même au paiement de vos cotisations, donc de tout ou partie de vos cotisations, soit par virement, soit par chèque. Là aussi, à ce niveau-là, pas d'inquiétude, aucune pénalité ni de majoration de retard ne sera appliquée.
Pour continuer sur ces échéances courantes et pour n'oublier personne, donc pour les autres secteurs, donc hors secteur 1 et 1 bis, eh bien là, vos échéances sont maintenues. Pour autant, si vous rencontrez des difficultés, eh bien, vous pouvez nous demander à reporter ces échéances via un délai de paiement. Dans ce cas-là, privilégiez une demande sur votre compte en ligne sécu-indépendant.fr ou ursa.fr. Vous avez la possibilité aussi, si vous rencontrez des difficultés, pensez surtout à adapter votre revenu 2021 avec la modulation, ce qu'on appelle aussi le revenu estimé sur votre compte en ligne. Pour continuer sur les aides qui sont mises en place, donc la réduction de cotisation. Alors cette réduction de cotisation, il y en a eu deux finalement, deux dispositifs. Un premier lors de la première période d'état d'urgence et donc une deuxième réduction lors de la deuxième période d'état d'urgence. Cette deuxième réduction donc d'un montant de 600 € en fonction de votre secteur, secteur 1 bis ou secteur 2, des critères d'éligibilité également. Et là, pour toute question, eh bien, n'hésitez pas à contacter votre URSSAF si vous pensez pouvoir bénéficier de cette réduction et pour pouvoir bien vérifier les conditions d'éligibilité. Cette réduction sera appliquée donc sur votre déclaration de revenus 2020. Donc, il faudra bien entendu, pour pouvoir y prétendre, procéder à votre déclaration de revenus pour absolument pouvoir bénéficier de cette réduction. Petit tableau récapitulatif que vous pourrez reprendre également. Donc, ça reprend les éléments donc, de la réduction de la première période d'état d'urgence, un montant qui diffère en fonction de votre secteur d'activité et le montant de la deuxième période d'état d'urgence, donc de 600 € en fonction de votre secteur également. Donc, comme je l'ai dit, cette réduction, eh bien, elle s'imputera en priorité sur vos cotisations et contributions sociales définitives 2020. Il faudra bien évidemment que vous ayez donc procédé à votre déclaration de revenus et c'est ce que nous allons voir là ensuite, votre déclaration sociale fiscale unifiée, donc nouveauté aussi pour l'année 2021, puisque pour 2021, donc vous devez dorénavant déclarer vos revenus. Donc là, on va vous demander vos revenus 2020 sur le site www.impôts.gouv.fr. Donc, absolument procéder à cette déclaration pour pouvoir bénéficier pleinement de cette réduction de cotisation. Donc, les deux réductions de la première période d'état d'urgence et de la deuxième période. Poursuivons avec les plans d'appurement. Donc, au niveau de ces plans d'appurement, il faut que vous sachiez qu'à compter du mois de juillet, un échéancier de paiement adapté à votre situation, intégrant l'ensemble de votre arriéré de cotisation, vous sera proposé. Alors, ces plans d'appurement qui vont être envoyés à compter de juillet ne concernent pas les entreprises relevant des secteurs les plus affectés. Ces entreprises-là verront plutôt un échéancier de paiement mis en place à compter de septembre. Il y aura aussi un certain périmètre d'exclusion, tel que les dettes relevant d'une procédure de contentieux. La durée de l'échéancier pourra varier et dépendra en fonction du montant total des cotisations qui devront être payées. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés, eh bien, vous pourrez demander à renégocier ce délai. N'hésitez pas à nous contacter via votre compte en ligne. Plus globalement, eh bien, ce calendrier sera transmis. Donc, cet échéancier vous sera transmis en fonction de votre situation et en fonction de votre secteur d'activité et du montant de la régularisation. À ce niveau-là, pour les plans d'appurement, aucune démarche n'est nécessaire. C'est bien votre URSSAF qui prendra contact avec vous. Et sur ces plans d'appurement, donc au niveau des majorations de retard et des pénalités, elles vous seront remises d'office des complets paiements des échéanciers. Continuons également avec un autre dispositif, un autre moyen, donc l'accompagnement des difficultés de paiement avec l'instance du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui va vous permettre de vous proposer des aides
et un accompagnement spécifique. Donc, premier axe possible, eh bien, l'action sanitaire et sociale avec plusieurs aides qui sont disponibles. N'hésitez pas à en faire la demande sur votre compte en ligne, donc sécu-indépendant.fr. Au niveau de la rubrique action sociale, demandez une aide et ces aides, donc vous pouvez obtenir éventuellement l'aide aux cotisants en difficulté, l'aide financière exceptionnelle, les secours financiers ou éventuellement eh bien, l'accompagnement au départ à la retraite. Autre dispositif, donc pour n'oublier personne, une autre mesure possible également, donc la remise partielle de dette. Alors cette mesure concerne toutes les entreprises ne relevant ni des secteurs 1 bis et 2. Donc, à compter de juillet 2021 et sous certaines conditions, vous pourrez également demander à bénéficier d'une remise partielle de vos cotisations restant dues si vous pouvez attester eh bien, de difficultés économiques particulières fragilisant le respect de votre échéancier de plan d'appurement, donc le respect de votre échéancier de délai de paiement qui vous sera envoyé par l'URSSAF. Donc là, bien entendu, pour cette remise partielle de dette, eh bien, vous devrez faire la demande spécifiquement via un formulaire dédié qui sera prochainement mis à votre disposition sur le site de l'ursaf.fr. Alors, au niveau des contacts et de l'accompagnement en URSSAF, donc pensez surtout à bien privilégier votre compte en ligne. Vous pouvez nous contacter tout de même sur les plateformes téléphoniques. Mais bon, le compte en ligne est toujours à privilégier, les sites Internet. Pensez également, une cellule d'écoute a été mise en place pour tous les travailleurs indépendants. Donc, un accompagnement psychologique qui vous est dédié. Donc, n'hésitez surtout pas eh bien, à faire toutes ces demandes, à vous informer et à poser toutes vos questions. Si vous avez n'importe quelle question, eh bien, pensez à nous contacter et à faire toutes vos demandes sur les services en ligne. Nous vous avons mis également à disposition sur la slide qui suit, eh bien, tous les sites qui sont disponibles pour vous permettre d'obtenir toutes les informations et tous les renseignements sur les dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place généralement par rapport à votre entreprise et à votre situation de chef d'entreprise. Alors, on a terminé avec ce chapitre URSSAF. Nous allons aborder désormais donc, le chapitre des prestations en matière de caisse primaire d'assurance maladie. Et je vais laisser la parole à ma collègue donc, de la caisse primaire, Françoise Fan. Merci Françoise. Excusez-moi, un petit problème technique. Bonjour à tous. Je vais à mon tour vous parler des prestations versées par les CEPAM. Donc, dans un premier temps, les revenus de remplacement et dans un second temps, les remboursements des frais de santé. Alors, dans un premier temps, les indemnités journalières maladie en cas d'arrêt de travail. Donc, si vous exercez une activité d'artisan ou de commerçant, vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie. Le versement de ces indemnités est soumis à une durée minimum, c'est-à-dire 1 an d'affiliation au régime des travailleurs indépendants. Et ce sera la même chose pour le conjoint collaborateur. Le montant de vos indemnités sera calculé sur des revenus des 3 dernières années civiles précédant votre arrêt de travail. Par contre, un point d'attention sur la pension d'invalidité. Si vous percevez une pension d'invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants, vous ne pouvez pas cumuler cette pension avec des indemnités journalières maladie versées par ce même régime. Donc un petit rappel, si vous exercez une profession libérale, vous ne pouvez pas percevoir d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail maladie. Ce statut vous ouvre des droits sous condition uniquement au congé maternité, au congé paternité et au congé d'adoption. Attention, là aussi, une modification réglementaire à compter du 1er juillet 2021. Il y aura une possibilité pour les professions libérales de bénéficier d'IJ-Maladie, à l'exception des avocats. Donc là, je vous invite à consulter notre site amélie.fr pour connaître toutes les avancées de ces différentes modifications réglementaires.
Donc, la base de calcul des indemnités journalières maladie pour un artisan commerçant. Donc, votre indemnité journalière sera calculée sur 1/730e du revenu d'activité annuel moyen, que l'on appelle NOURAM. Et donc, ce sont les 3 dernières années civiles qui précèdent votre arrêt de travail. Donc, seront pris en compte les revenus cotisés à la date de l'arrêt de travail. Et par contre, sachez qu'en cas de paiement tardif de vos cotisations en cours d'arrêt de travail, le montant désigé ne sera pas recalculé. Alors, une petite précision, donc le chef d'entreprise, comme je vous disais, l'indemnité journalière est égale à 1/730e du RAM. Par contre, pour le conjoint collaborateur, c'est un forfait qui est payé et qui est équivalent à 40% du PAS divisé par 730. Donc tous ces chiffres-là, je vous laisserai les regarder sur notre replay. Je ne vais pas vous les détailler en direct, ce sera plus simple pour vous de les relire à tête reposée. Donc là, un exemple que l'on vous a fait. Donc, si vous exercez une activité de commerçant, vous adressez un arrêt de travail, on imagine à compter du 20 mai 2021. Donc, pour déterminer votre indemnité journalière, donc nous allons donc nous baser sur les revenus cotisés des 3 dernières années civiles, donc en l'espèce 2018, 2019 et 2020. Nous ajouterons ces revenus et nous diviserons par 730 et vous trouverez votre indemnité journalière. Donc la durée des arrêts de travail. Donc, chose importante à savoir, votre arrêt de travail ne peut pas excéder 3 ans et sous réserve de l'accord du service médical. Bien entendu, le service médical est tout à fait en droit de vous convoquer pour justifier votre arrêt de travail. On peut aussi vous proposer un temps partiel thérapeutique, donc qui est à l'initiative de votre médecin traitant, et pour permettre de reprendre progressivement votre activité. Donc, cette durée de cette indemnisation en temps partiel thérapeutique diffère selon la nature de l'arrêt de travail. Donc, c'est-à-dire que si votre arrêt de travail est reconnu comme étant en rapport avec une affection de longue durée, donc il sera de 270 jours. Par contre, si votre arrêt de travail n'est pas reconnu comme étant en rapport avec une affection de longue durée, il ne sera que de 90 jours. Et le montant de l'indemnisation en temps partiel thérapeutique est égal à votre indemnité journalière à temps complet divisé par 2. Alors maintenant, passons aux indemnités pour les congés maternité. Donc en raison d'une maternité, vous pouvez bénéficier d'une allocation de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire pendant la durée de votre congé maternité. Vous devez là aussi justifier de conditions d'ouverture de droit, donc de 10 mois d'affiliation au régime des travailleurs indépendants à la date présumée d'accouchement. Et il est impératif de cesser toute activité pendant 8 semaines, dont 6 semaines après l'accouchement. Le montant de vos indemnités sera calculé sur la base des revenus des 3 dernières années civiles, comme pour les arrêts maladie. Par contre, un seuil de revenus est imposé. En dessous de ce seuil, vous n'aurez droit qu'à 10% des forfaits prévus. Là aussi, je vous laisserai regarder donc tous les chiffres sur le replay. Je ne vais pas vous les détailler en direct, mais sachez juste pour information que quand vous dépassez donc les 4 046,40, donc le seuil, vous avez une IJ forfaitaire de 56,35 par jour. Une chose aussi importante pour le conjoint collaborateur. Donc là, c'est une indemnité que l'on appelle de remplacement. Et c'est-à-dire que vous devez impérativement vous faire remplacer sur votre activité de conjoint collaborateur pour pouvoir bénéficier d'indemnités de congé maternité. Le congé paternité. Donc ce congé, lui, doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance du ou des enfants. Le versement de ces indemnités est soumis là aussi à une durée minimum de 10 mois d'affiliation au régime des travailleurs indépendants à la date présumée d'accouchement. Sa durée est comprise entre un minimum de 1 jour et un maximum qui dépend du nombre d'enfants nés. Donc 11 jours consécutifs pour une naissance simple et 18 jours consécutifs pour une naissance multiple. Attention là aussi, à partir du juillet 2021, la réglementation évolue et ce congé passera à 28 jours. Vous pouvez aussi bénéficier d'un autre congé en cas d'hospitalisation du nouveau-né immédiatement après la naissance.
Donc, c'est un congé supplémentaire qui peut être versé et qui est une durée de maximum de 30 jours et bien sûr conditionné à l'hospitalisation de l'enfant en service néonatal. Là aussi, pour le conjoint collaborateur, impératif d'être remplacé pendant cet arrêt, sinon vous ne pouvez pas bénéficier d'indemnités journalières. Alors là aussi, je vous laisserai prendre connaissance de ce petit résumé, donc qui vous fait un rappel sur la maternité, adoption et paternité, donc des droits des chefs d'entreprise et des conjoints collaborateurs en fonction de votre situation. Donc les polyactifs. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement parce qu'il est assez complexe pour nous et pour donc indemniser des arrêts de travail. Donc une indemnité journalière maladie-maternité en cas de polyactivité. Donc si vous exercez donc simultanément plusieurs activités professionnelles relevant de régimes différents de sécurité sociale, si on prend l'exemple d'une activité indépendante et d'une activité salariée, dans ce cas, vous êtes polyactif. Sachez que les indemnités journalières maladie ou maternité versées dans le cadre de l'activité indépendante et celles versées dans le cadre de l'activité salariée peuvent se cumuler, bien évidemment, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droit dans chacun des régimes. Donc, si vous regardez à droite de la slide, vous pourrez voir 2 exemples, donc un cumul d'activités relevant d'un régime des travailleurs indépendants et un cumul d'activités avec un cumul d'activités de régime salarié. Donc, vous verrez que les conditions d'ouverture de droit, la base de calcul et donc l'IJ maladie qui vous est servie si vous remplissez les différentes conditions d'ouverture de droit. La prestation invalidité. Donc là, 2 cas. Cette prestation, la demande peut être faite par vous-même ou alors elle est à l'initiative du service médical. Donc le service médical peut décider de vous mettre en invalidité si les 3 ans d'IJ ont été versés ou si votre état de santé est stabilisé et que le médecin conseil ne voit pas d'amélioration de l'état possible de votre santé. Donc là aussi, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais sachez qu'en fonction que la pension soit une incapacité partielle, incapacité totale ou une incapacité totale avec une majoration pour tierce personne, les montants diffèrent. Une chose importante sur le revenu annuel moyen qui est pris en compte. Donc, c'est la moyenne des revenus des 10 meilleures années d'activité sur la carrière ou la totalité des revenus si vous avez moins de 10 ans d'activité. Les capitaux d'essai. Donc là, l'assurance décès garantit le versement d'un capital d'essai forfaitaire aux ayants droit de l'assuré. Donc c'est pour un assuré qui est en activité, pour un assuré qui est retraité et donc il peut aussi y avoir en cas de décès, un capital d'essai supplémentaire versé aux orphelins sous condition. Dans ces cas-là, il y a cumul du versement du capital d'essai traditionnel avec le capital d'essai aux orphelins sous condition. Alors, en cas d'accident de travail, donc si vous exercez une activité de profession libérale réglementée, votre statut ne vous permet pas de bénéficier de la prise en charge d'un accident de travail. Vous pouvez pour cela souscrire à une assurance volontaire. Si par contre vous exercez une activité d'artisan ou de commerçant ou profession libérale non réglementée, vous êtes en arrêt suite à un accident de travail, les indemnités journalières vous seront versées, mais au titre de la maladie. Donc sur la même base de calcul que nous avons vu précédemment pour un arrêt de travail maladie. Nous allons passer maintenant au deuxième type de prestation, le remboursement des soins. Donc, si on prend l'exemple d'une consultation chez un généraliste, donc le tarif est de 25 €. Donc, vous aurez un remboursement obligatoire donc, qui est de 70%, soit 16,50 €. Vous aurez une participation forfaitaire qui ne vous sera pas remboursée, qui est de 1 € et les 30% restants, soit vous aurez un reste à charge de 7,50 € ou soit vous aurez un reste à charge de 0 si vous avez une complémentaire. Pensez bien que pour la bonne prise en compte et prise en charge de votre remboursement de soins, il faut penser à présenter votre carte vitale et surtout à la mettre à jour si besoin, soit en pharmacie ou en accueil CEPAM.
Donc, je vous parlais précédemment, dans la slide précédente, de la complémentaire santé solidaire. Donc, il s'agit d'une aide pour payer vos dépenses de santé si vos revenus sont modestes. Soit elle ne vous coûte rien, ou soit elle vous coûte au maximum 1 € par jour et par personne. Donc, sur la droite de la slide, vous verrez les plafonds à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de cette aide. Par contre, sachez que les montants qui vous sont indiqués sont valables uniquement là pour 2021 et que les plafonds évoluent tous les ans. Donc là aussi, je vous invite à consulter notre site amélie.fr pour avoir toutes les données actuelles. La mission accompagnement santé, donc un service important. C'est un service qui est dédié à l'accompagnement des assurés rencontrant des difficultés pour accéder aux droits et ou aux soins. Donc, comment faire une demande si vous avez des soucis pour accéder aux droits ou aux soins? Donc, vous devez contacter votre CEPAM, donc soit via notre messagerie, par votre compte Amélie, au téléphone au 36 46 ou en accueil sur rendez-vous. Sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers en accueil via votre compte Amélie. Et donc, je vais finir par le compte Amélie. Donc, sachez que vous pouvez créer votre compte sur le compte Amélie ou télécharger notre application, ce qui vous simplifiera vos démarches de santé. Donc, vous pouvez consulter vos remboursements, mettre à jour vos informations personnelles, télécharger vos attestations, commander votre carte vitale. Donc, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas encore un compte Amélie, d'aller le créer pour faciliter vos démarches. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à ma collègue de la CAF pour la partie prestations allocation familiale. Merci Françoise. Bonjour à tous. Donc vous êtes peut-être déjà allocataire de la CAF ou allez le devenir. Je vais revenir vers vous sur certaines prestations qui peuvent être versées par la CAF ainsi que sur leurs conditions d'attribution. Donc tout d'abord, un focus rapide sur les grandes missions de la CAF. Donc au travers des prestations qui sont versées aux allocataires, l'objectif de la CAF, c'est de développer les services aux familles et de réduire les inégalités. Et également apporter une réponse globale aux besoins des allocataires, de renforcer l'accès aux droits et de simplifier les démarches. Donc à ce titre, la CAF, elle intervient sur 4 axes, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, la solidarité et l'insertion, et pour finir, le logement et le cadre de vie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le caf.fr en indiquant votre code postal dans la rubrique Ma CAF et dans les offres de services. Donc, vous pouvez faire l'ensemble de vos démarches à partir du caf.fr depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Si vous vous interrogez sur vos droits à une prestation, vous pourrez trouver vos réponses dans la rubrique Droits et prestations, puis s'informer sur les aides. Chaque prestation versée par la CAF comprend des conditions d'ouverture de droit, notamment des conditions de ressources. Et pour chaque prestation, vous pourrez retrouver en ligne une information sur la prestation et les conditions d'ouverture de droit, la possibilité de faire une simulation pour savoir si vous avez un droit ou non, ou encore faire une demande en ligne pour déposer une demande. Si vous ne retrouvez pas vos informations sur le site caf.fr ou si vous êtes dans une situation particulière, vous pourrez prendre rendez-vous avec un professionnel de la CAF qui vous accompagnera dans vos démarches. Le rendez-vous pourra être assuré soit par téléphone, soit en présentiel dans un lieu d'accueil. Et vous pourrez retrouver tous nos lieux d'accueil de la CAF sur le site caf.fr en précisant votre code postal. Donc, les prestations familiales dépendent de plusieurs critères, la composition du foyer, le nombre d'enfants, le montant des revenus du foyer ou encore de la situation professionnelle. Aujourd'hui, je ne vais pas développer avec vous l'ensemble des prestations CAF, mais faire un focus sur 3 prestations, la prime d'activité, l'aide au logement et le RSA. Donc, la prime d'activité, c'est une prestation qui a pour objectif d'aider les personnes actives. Donc, pour cela, il y a quelques conditions à remplir, résider en France, avoir plus de 18 ans, exercer une activité non salariée et avoir des revenus d'activité sur au moins 1 mois des 3 mois précédant la demande. Donc, sur le caf.fr, dans Mes services en ligne, vous pourrez faire soit une demande de prestation ou soit faire une simulation, que vous soyez allocataire ou non. L'aide au logement, donc c'est une prestation pour aider les personnes à payer leur loyer. Pour cela, il faut que votre logement soit votre résidence principale, que vous occupiez un logement chez un particulier ou dans une résidence,
que vous payez votre loyer seul ou en colocation et que vous ayez des revenus modestes. Donc, tout comme pour la prime d'activité, vous pourrez sur le CAF.fr, dans Mes services en ligne, faire une demande de prestation ou faire une simulation pour l'aide au logement, que vous soyez allocataire ou non. Donc, le RSA, c'est une aide pour les personnes avec des revenus modestes. Pour cela, il faut résider en France, avoir plus de 18 ans, exercer une activité non salariée et que la moyenne des revenus de votre foyer pour les 3 mois qui précèdent votre demande ne dépasse pas un certain montant. Pour le RSA, malheureusement, vous ne pourrez pas faire de simulation, mais vous pouvez faire la demande directement sur le site CAF.fr dans Mes services en ligne et faire une demande de prestation. Donc, vous êtes allocataire de la CAF et ne savez pas comment déclarer vos revenus en fonction des prestations. Nous avons créé une fiche pratique qui est à votre disposition sur le site CAF.fr en indiquant votre code postal dans la rubrique MACAF, puis Actualité et enfin l'année 2021. Donc, à savoir que si vous êtes travailleur indépendant, donc que vous déclarez des revenus BIC ou BNC, si vous êtes bénéficiaire de RSA et de prime d'activité, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires mensuel brut dans vos revenus non salariés. Si vous bénéficiez uniquement de la PPA, enfin de la prime d'activité, pardon, on va prendre en compte vos BIC ou BNC de l'année 2019. Si vous n'avez pas de revenus en 2019, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires mensuel brut. Pour les aides au logement, on prendra en compte vos revenus de l'année 2019 si vous avez été travailleur indépendant toute l'année 2019. Si par contre, vous avez commencé votre activité à compter du 2 janvier 2019, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires brut de M-13 à M-2. C'est-à-dire que si vous faites une demande d'aide au logement en juin 2021, vous devrez donc, et que vous étiez travailleur indépendant à compter du 2 janvier 2019, vous devrez déclarer vos revenus de mai 2020 à avril 2021. Donc, quelles sont les conséquences si vos revenus diminuent? Pour le RSA, il est calculé tous les 6 mois, en janvier et en juillet. Il est plutôt recalculé. La CAF va vous envoyer ce qu'on appelle un tableau de bord à compléter pour connaître votre chiffre d'affaires ou vos recettes des 6 derniers mois. Ce document va être envoyé au conseil départemental et c'est lui qui va décider du montant des revenus à retenir pour le calcul du RSA pour les 6 mois à venir. À savoir que dans le contexte sanitaire actuel, le conseil départemental peut décider la non prise en compte de vos ressources pour le calcul du RSA si vous lui en faites la réclamation. Pour les aides personnelles au logement, si vous étiez travailleur indépendant sur toute l'année 2019, il n'y aura pas d'impact. Par contre, si vous avez commencé votre activité de travailleur indépendant à compter du 2 janvier de l'année 2019, il y aura une réétude de votre droit tous les 3 mois en prenant en compte votre chiffre d'affaires ou vos recettes. Pour la prime d'activité, si vos revenus diminuent, le montant de la prime d'activité peut également diminuer. Si vous n'êtes pas bénéficiaire RSA, on vous conseille de penser à en faire la demande pour pouvoir avoir un petit complément de revenus si c'est possible. Vous pourrez également opter pour le droit d'option si vous avez été travailleur indépendant sur toute l'année 2019, afin que la prime d'activité soit calculée avec votre chiffre d'affaires actuel ou vos recettes actuelles. Donc, si votre situation change, il faut avoir le réflexe CAF.fr. Il est important d'informer la CAF de tout changement de situation, même temporaire, car cela peut avoir un impact sur le calcul de vos droits. Par exemple, un déménagement, une perte d'activité, une reprise d'activité ou un changement de situation familiale, que ce soit pour vous ou pour un membre de votre foyer. N'attendez pas et déclarez tous vos changements de situation en ligne sur le site CAF.fr, dans l'espace Mon compte et dans la rubrique Déclarer un changement. C'est une solution simple qui permet une prise en charge rapide et qui vous fait gagner un temps aussi précieux. Donc, en parallèle des prestations légales qui sont versées par la CAF et qui sont les mêmes sur l'ensemble du territoire, la CAF dispose de travailleurs sociaux qui peuvent accompagner les familles allocataires dans leur démarche. Donc, en complémentarité du versement des prestations aux allocataires, la CAF de la Vendée propose localement des accompagnements personnalisés aux familles qui font face à des évolutions dans leur situation familiale, économique ou sociale. Donc, notamment pour le décès du conjoint, le décès d'un enfant, des séparations, des impayés de loyer ou des situations de handicap. Vous pourrez retrouver les coordonnées des travailleurs sociaux en indiquant votre code postal dans la rubrique MACAF, offre de services,
et il vous suffira après de cliquer sur l'offre de service souhaitée. Nous allons faire un petit focus sur la séparation et l'intermédiation financière qui est un nouveau dispositif pour l'aide au paiement des pensions alimentaires, donc pour les parents séparés ou divorcés. Ce dispositif propose aux parents de jouer entre eux le rôle d'intermédiaire financier. Donc, le parent qui paye la pension alimentaire la versera à la CAF qui la reversera à l'autre parent. Si la pension alimentaire n'est pas versée, la CAF engagera une procédure pour récupérer l'ensemble des sommes. Le but est de prévenir et d'éviter les tensions entre les parents et de sécuriser le paiement de la pension alimentaire. Donc, vous pourrez retrouver vos informations sur l'intermédiation financière dans la rubrique Droits et prestations, s'informer sur les aides, puis dans la rubrique Solidarité et insertion. En cliquant sur l'aide au recouvrement des pensions alimentaires, vous aurez un petit encart à gauche sur l'intermédiation financière. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr. Pour faire la demande de l'intermédiation financière, vous devrez aller sur le caf.fr, dans Mes services en ligne, faire une demande de prestation, sélectionner la rubrique Enfants et ensuite sélectionner la demande d'allocation de soutien familial et d'intermédiation financière. Retrouvez toutes les informations de la CAF sur le site caf.fr et l'application mobile. La CAF est également présente sur Facebook et Twitter et bientôt sur LinkedIn. Et si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site caf.fr. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à ma collègue Nelly Froin de la CARSAT. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Donc la retraite est gérée par la CARSAT, la Caisse autonome de retraite et de santé au travail. Donc la CARSAT gère la retraite donc, des salariés du privé et des indépendants, c'est-à-dire les commerçants, artisans et professionnels libéraux depuis le 1er janvier 2020, donc concernant ces indépendants. Au niveau de la CARSAT, nous gérons donc la retraite de base et la retraite complémentaire pour les indépendants. Pour la retraite de base, elle vous permet d'avoir des trimestres. Ces trimestres sont acquis par rapport au montant des cotisations que vous réglez sur votre revenu d'activité qui vous permet d'obtenir vos trimestres. Concernant cette retraite de base, ces trimestres vous permettront de déterminer la date à laquelle vous pourrez partir en retraite et le taux de votre pension. Pour la retraite complémentaire des indépendants, elle est gérée, comme je vous l'indique, par la CARSAT, ce qui est une particularité puisque pour les salariés, c'est le régime Agirc-Arrco qui gère la retraite complémentaire. Donc, concernant cette retraite complémentaire, vous obtenez des points qui sont également acquis par le montant des cotisations versées sur votre revenu d'activité. Et au moment où vous ferez votre demande de retraite, nous prendrons le nombre de points acquis et que l'on multipliera par la valeur du point. L'âge de départ à la retraite, donc on peut partir dès 58 ans, en retraite anticipée carrière longue sous certaines conditions, c'est-à-dire d'avoir 5 trimestres cotisés avant la fin de l'année civile de vos 20 ans et d'avoir le nombre de trimestres par rapport à votre année de naissance cotisé à 60 ans. L'âge légal est de 62 ans. Donc, à partir de 62 ans, vous pouvez partir en retraite, que vous ayez le nombre de trimestres demandés par rapport à votre année de naissance, c'est-à-dire le taux plein ou pas. Et dans ce cas-là, votre pension sera versée entre 37,5% et 50%. Pour les personnes qui n'ont pas atteint leur taux plein à l'âge légal, elles peuvent poursuivre leur activité pour atteindre ce taux plein entre 62 ans et 67 ans. 67 ans étant l'âge du taux plein, donc votre retraite sera bien versée à taux plein au prorata du nombre de trimestres acquis. Voici donc un tableau générationnel qui vous indique le nombre de trimestres à acquérir pour obtenir votre taux plein. Donc, si nous prenons les personnes nées en 1961, 1962 et 1963, le nombre de trimestres est 268 trimestres pour obtenir le taux plein.
Alors, concernant ces années-là, nous souhaitons vous alerter, hein, attirer votre attention, puisque dans le cadre de la crise sanitaire et suite aux mesures exceptionnelles de recouvrement, et notamment le report des prélèvements, ces mesures peuvent avoir un impact sur les conséquences de vos droits à retraite si vous envisagez prendre votre retraite à partir donc du deuxième semestre 2021. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher de l'URSSAF, de vérifier le règlement de vos cotisations et de procéder dans la mesure de possible au versement de ces cotisations afin de ne pas vous pénaliser sur vos droits et ne pas remettre en cause votre date de départ en retraite. Alors, voici la formule de calcul pour la retraite de base. Donc, votre retraite de base est calculée sur les 25 meilleures années de votre carrière. Si vous avez obtenu le taux plein, le montant donc qui sera appliqué, ce sera 50%. Si vous n'avez pas votre taux plein, donc si je reprends pour les années 61, 62, 63, je vous indiquais que le taux plein était équivalent à 168 trimestres. Donc si vous n'avez pas 168 trimestres, donc votre retraite sera décotée en fonction du nombre de trimestres manquants et donc le taux pourra varier entre 37,5 et 50%. Que l'on multipliera par le nombre de trimestres acquis au niveau de votre carrière sur le nombre de trimestres en fonction donc de votre année de naissance que nous appelons la durée de référence. Donc 168 par exemple pour les personnes nées en 61, 62 et 63. Concernant la retraite complémentaire, comme je vous l'indiquais, on va calculer le nombre de points acquis dans le régime des indépendants qui sera multiplié par la valeur du point et qui vous donnera donc le montant de votre retraite complémentaire, donc le RCI pour les indépendants. Alors, nous vous présentons un relevé de carrière tel que vous pouvez le retrouver sur notre site ou que vous ayez pu recevoir dans le cadre du droit à l'information. Donc, sur ce relevé de carrière, donc, vous avez l'année correspondante. Ensuite, vous avez l'employeur ou la nature de l'activité, le nombre de trimestres acquis dans le régime général, dans les autres régimes et dans le cumul donc, de ces trimestres pour l'année concernée, tout en sachant qu'on ne pourra pas vous valider plus de 4 trimestres par an, puisque vous avez 4 trimestres à l'année civile. Ensuite, vous avez le montant du salaire brut annuel pour les salariés et du revenu net pour le travailleur indépendant, qui est converti en euros pour ceux qui ont eu une activité avant 2002. Donc, si je prends par exemple l'année 99, cet assuré a travaillé donc chez plusieurs employeurs. Vous voyez qu'il a eu 4 trimestres avec les salaires bruts annuels et que cet assuré a également travaillé, a perçu des indemnités de chômage. Donc, le chômage vous permet de valider des trimestres, mais en aucun cas vous aurez le montant des indemnités de chômage reporté sur votre relevé de carrière. Je voulais aussi vous indiquer que pour valider des trimestres, il vous fallait un revenu minimum qui est de 1 537,50 € pour l'année 2021 et 6 150 pour 4 trimestres en 2021. Nous vous présentons notre compte l'assurance retraite.fr, donc avec la partie salarié et indépendant. Donc, nous vous encourageons à créer ce compte. Vous pourrez, sur ce compte, obtenir votre âge de départ en retraite, demander votre relevé de carrière, estimer votre montant de retraite et éventuellement faire votre demande de retraite en ligne. Nous vous préconisons également de vous inscrire sur notre site carsat-.
pl.fr, CARSAT Pays de Loire, donc, à l'agenda retraite. Donc, on vous enverra des informations personnalisées pour que vous puissiez bien effectuer les différentes étapes avant votre demande de retraite. Nos différents points de contact, donc le téléphone, le 3960, et donc notre site, l'assurance-retraite.fr, sur lequel vous pouvez nous contacter, poser des questions par rapport à votre retraite, faire des demandes de rendez-vous éventuels pour l'accompagnement de votre demande de retraite en ligne. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma part. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Catherine Gouet de l'URSSAF qui va donc conclure ce webinaire. Merci à vous. Bonjour et merci mesdames pour cette présentation très complète qui, je l'espère, permettra à vous, entrepreneurs présents parmi nous aujourd'hui, de mieux comprendre le fonctionnement de la protection sociale et les droits sociaux auxquels vous pouvez prétendre. Nous avons essayé d'être le plus exhaustif possible, donc nous sommes conscients que c'est beaucoup d'informations diffusées. C'est la raison pour laquelle nous vous rassurons, vous allez pouvoir consulter autant de fois que vous le souhaitez le replay. Et vous allez aussi pouvoir télécharger le support en PDF, ce support de présentation représentant toutes les informations communiquées par nos organismes. Il vous suffira simplement de répondre en à peine 1 minute à donc, une enquête de satisfaction. Le lien a été positionné dans le chat et vous aurez donc accès immédiatement à un support PDF que vous pourrez télécharger et ainsi consulter les informations dont vous aurez besoin de interrogations. Avant de clôturer cette conférence, il me semble important de revenir sur les questions qui ont été publiées et qui semblent vraiment être très pertinentes par rapport aux présentations qui ont été faites. Une question côté URSSAF, donc je me retourne vers Karine. Vous avez souligné, Karine, effectivement, qu'afin d'éviter des difficultés de trésorerie, l'URSSAF va proposer un plan d'appurement permettant d'échelonner le paiement des compléments de cotisation sociale 2020 sous certaines conditions. Pouvez-vous rapidement, Karine, nous rappeler en fait quels vont être les délais pour les envois de ce plan d'appurement et sera-t-il possible d'en modifier le nombre d'échéances, s'il vous plaît? Oui, merci Catherine. Donc oui, c'est très important ces plans d'appurement. Donc les premiers échéanciers seront adressés courant du mois de juillet avec une première échéance en septembre pour les cotisants, donc qui vont avoir une régularisation importante. Si vous souhaitez bien diminuer ou augmenter le nombre d'échéances, ce sera possible finalement. Vous pouvez nous faire une demande via votre compte en ligne. Si vous n'êtes pas concerné par une régularisation importante, eh bien vous pouvez dès aujourd'hui aussi faire une demande de délai si vous en rencontrez le besoin, toujours sur votre compte en ligne également. Et si votre activité, donc pour préciser sur les activités, donc les secteurs 1 et 1 bis, là l'échéancier sera proposé, mais il ne démarrera, donc on commencera à envoyer les échéanciers à compter de septembre sous réserve des mesures en cours. Merci Karine. Je me retourne vers Françoise pour 2 questions CEPAM. Une question relative en fait aux ouvertures de droits et aux droits à la maladie. Vous nous avez souligné effectivement qu'il fallait en fait avoir une ouverture de droit d'1 an. Dans le cadre d'un entrepreneur qui vient de créer son entreprise et qui a par exemple perçu des allocations Pôle emploi au préalable suite à la fin de son contrat de travail, aura-t-il le droit aux indemnités journalières et sur quelle base sera-t-il indemnisé? Alors, effectivement, la personne pourra avoir des indemnités journalières, mais je tenais à préciser un petit détail qui a toute son importance, c'est qu'il faut que la personne soit indemnisée par Pôle emploi et que parallèlement, elle crée son entreprise. Donc, dans ce cas, si le régime des travailleurs indépendants, vous justifiez 12 mois d'affiliation à ce régime, donc vous pourrez avoir une indemnité par rapport à ce régime des travailleurs indépendants. Si par contre, vous ne justifiez pas de 12 mois d'affiliation en tant que travailleur indépendant, vous aurez un maintien de droit du régime précédent, donc du régime des salariés. Mais je précise bien que c'est
uniquement pour les cas où un chômeur indemnisé crée son entreprise au cours de son indemnisation. Par contre, une précision, ce sont des situations qui sont extrêmement complexes et qui nécessitent une étude approfondie. Il est donc très important que vous nous adressiez tous les justificatifs pour éviter que l'on revienne trop souvent vers vous à vous demander d'autres documents. Merci Françoise. Dernière question, vous nous avez parlé de l'assurance volontaire. Si l'on décide de souscrire à cette assurance volontaire, accident de travail, maladie professionnelle, elle ouvre quel droit, s'il vous plaît? Alors, l'assurance volontaire, accident de travail et maladie professionnelle, donc elle ne permet pas de bénéficier d'indemnités journalières, accident du travail, maladie professionnelle. Par contre, lorsque la personne est atteinte d'une incapacité partielle causée par un accident de travail ou un accident de trajet, une maladie professionnelle, il peut bénéficier d'une indemnité en capital si le taux d'incapacité est inférieur à 10% et d'une rente si le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%. Donc dans le chat, nous vous mettons un lien pour vous rendre sur le formulaire pour pouvoir souscrire à cette prestation. Merci Françoise. Je me tourne vers Emmanuel qui représente la Caisse d'allocation familiale. Pourriez-vous, Emmanuel, s'il vous plaît, faire un rappel sur les revenus de référence à prendre en compte pour l'attribution des différentes prestations? Bien sûr, Catherine. Donc, pour le RSA, nous prenons en compte votre chiffre d'affaires mensuel brut ou de vos recettes. Pour la prime d'activité, nous prenons la moyenne de vos BIC ou BNC de l'année 2019. Et si vous n'en avez pas eu, nous prendrons en compte votre chiffre d'affaires mensuel brut. Pour les aides au logement, si vous avez été travailleur indépendant toute l'année 2019, nous prendrons vos revenus 2019. Et si vous n'avez pas été travailleur indépendant toute l'année 2019, nous prendrons en compte vos revenus de l'année M-13 à M-2. Donc, si vous faites votre demande d'aide au logement en juin 2021, nous prendrons votre montant de chiffre d'affaires de mai 2020 à avril 2021. Merci Emmanuel. Dernière question pour Nelly qui représente la CARSAT. J'envisage de prendre ma retraite fin 2021 et j'ai un report de mes cotisations URSSAF. Comment cela va-t-il se passer? Oui, Catherine. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation-là, comme nous vous l'avons indiqué, il faut vous rapprocher de l'URSSAF pour savoir si vous êtes bien à jour de vos cotisations. Si ce n'est pas le cas, vous mettre à jour, si possible, donc avant votre demande de retraite, parce que ceci peut avoir des incidences, notamment sur la date de votre retraite que vous aviez envisagée, si vous n'avez pas obtenu le nombre de trimestres requis. Donc, pour toute demande, il faut vous rapprocher de l'URSSAF. Merci. Dernière question, Nelly. Oui. J'envisage de prendre ma retraite. Puis-je continuer mon activité d'indépendant? Oui, tout à fait. Si vous êtes aujourd'hui indépendant, que vous décidez de prendre votre retraite et que vous souhaitiez en parallèle poursuivre votre activité d'indépendant ou de reprendre une autre activité d'indépendant, le cumul emploi-retraite vous permet de poursuivre votre activité. Donc, concernant ce cumul emploi-retraite, je vous invite à aller donc sur le site de l'assurance retraite pour avoir des informations, puisqu'il existe deux cumuls emploi-retraite, le cumul emploi-retraite libéralisé et le cumul emploi-retraite plafonné. Donc, celui qui est plafonné, vous ne devez pas dépasser un certain revenu en fonction donc du lieu de votre entreprise. Et donc, si vous souhaitez poursuivre votre activité, vous serez limité à la moitié du plafond sécurité sociale, c'est-à-dire un revenu annuel de 20 500 €. C'est parfaitement clair. Merci, mesdames, pour ces réponses qui vont conclure cet événement. Merci à vous, entrepreneurs, d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous vous rappelons que le replay est disponible et sera posté sur nos sites officiels ainsi que sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation. Portez-vous bien. Au revoir.